Je vous propose du coup qu'on commence. Et pour commencer du coup ce webinaire sur la connectivité bancaire, je vais laisser nos intervenants se présenter. Olivier, du coup, je vous propose de commencer le tour de table. Donc merci Benoît, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Olivier Ringard, je suis directeur associé chez Utsit, qui est un cabinet de conseil de environ 20 consultants. Et nous sommes spécialisés dans le choix, la mise en place, le déploiement et le support de solutions de gestion de trésorerie, de paiement et de communication bancaire. Le cabinet existe depuis à peu près 25 ans. Et ça fait pas 25 ans, mais ça fait déjà quand même pas mal d'années que nous collaborons avec la FTE et qu'on a plusieurs consultants qui donnent des formations pour la FTE. Et donc, par exemple, moi, je donne la formation sur la communication bancaire, sujet dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Je te laisse prendre la suite. Oui, merci Benoît et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Bracmont, je travaille chez Agicap, qui est donc une solution logicielle de communication bancaire, gestion de trésorerie, prévision et quelques autres sujets pour les équipes finances. Chez Agicap, on a une équipe qui est en charge des lancements de produits au fur et à mesure qu'on développe de nouvelles solutions et je m'occupe de cette équipe. Et pour finir, du coup, Catherine, je vous propose de prendre la suite, de vous présenter, du coup un mot aussi de la FTE. D'accord, merci Benoît. Donc bonjour à tous. Donc je suis Catherine Juritran, responsable du centre de formation AFTE. L'AFTE est l'association de référence des professionnels de la finance impliqués sur tous les sujets trésorerie, financement et risques financiers. Merci beaucoup. Et du coup, c'est un webinaire dont vous avez été effectivement à l'origine. Donc, merci encore pour cette opportunité. Et moi, du coup, je suis Benoît. Je travaille dans les équipes marketing d'Agicap. Je vais m'occuper de la modération du webinaire. Donc, je laisserai la parole essentielle du temps à nos trois intervenants. Et je vais m'occuper de vérifier que vous entendez bien et que si vous avez des questions, on puisse bien sûr y répondre. J'en profite du coup pour faire un rappel sur le plan du webinaire et un petit rappel logistique. On va parler du coup des critères de réussite d'un projet de communication bancaire. On va vous montrer comment Agicap vous permet d'automatiser votre communication bancaire et ERP. On aura aussi un temps de questions-réponses et on vous présentera également les offres de formation et le partenariat entre Agicap et la FTE qui peut effectivement vous intéresser pour aller plus loin. Le webinaire, je vous le rappelle, est enregistré. Il y a un replay qui va vous être envoyé automatiquement par email à l'issue du webinaire. Vous recevrez également les slides du webinaire. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à l'avoir découverte, la fenêtre de chat à droite de votre écran, dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez une question, vous la posez dans la fenêtre de chat. Vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions. Essayez, si possible, de nous donner un petit peu de contexte sur votre société, ce qui aidera du coup nos intervenants à mieux vous répondre. Et on prendra au fil de l'eau une partie des questions. S'il y a trop de questions, on poursuivra du coup la présentation, continuez à les poser et derrière, on reviendra à la fin du webinaire dans le temps de questions-réponses sur ces questions auxquelles on n'avait pas encore réussi à répondre. Et si d'aventure, il y en avait vraiment beaucoup trop, on reviendra vers vous du coup ensuite à l'issue du webinaire. Sans plus attendre, du coup, je vous propose de commencer. Et du coup, je vais passer la parole pour commencer à Olivier. Olivier, du coup, pour nous expliquer aujourd'hui quelles sont les principales méthodes de connexion lorsqu'on parle de communication bancaire et surtout nous expliquer qu'il y a quand même plusieurs types de communication bancaire et ERP. Alors, la première solution qu'on va retrouver, c'est l'utilisation des portails web des banques, solutions qui vont être utilisées par tout type d'entreprise, essentiellement les petites, avec la connexion d'utilisateurs sur ces portails web pour aller consulter leur relevé de compte et puis réaliser des opérations comme des virements. Donc l'utilisation des portails web, c'est très bien. Ça commence à être assez limité quand on a un grand nombre d'opérations à réaliser. Donc ça nécessite de saisir manuellement des virements. On peut éventuellement les uploader. Mais ce sont des opérations donc, manuelles pour lesquelles il n'y a pas possibilité de faire une interface et une automatisation avec les ERP.
Et c'est également limité dès qu'on va commencer à multiplier le nombre de partenaires bancaires, parce qu'on va avoir une multitude de portails sur lesquels se connecter. Et donc, encore une fois, dès qu'on a de nombreuses opérations à réaliser, on va être assez limité. Donc voilà sur les portails web. C'est effectivement un bon point. Vous parliez du coup on avait une solution qui est un peu une solution à coût zéro, mais effectivement, c'est plutôt un mirage. Mathieu, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer pourquoi et en quoi c'est un mirage? Oui, bien sûr. En fait, on va prendre l'exemple d'une situation qui a récemment été rencontrée. Donc, l'entreprise en question, pour donner un peu le contexte, elle réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle dispose d'une vingtaine de comptes bancaires qui sont répartis dans 4 banques différentes. Par le passé, afin de consolider l'ensemble des soldes qui leur étaient utiles pour ensuite réaliser des équilibrages compte à compte, leur fonctionnement au quotidien, c'était de se connecter donc à l'ensemble des portails bancaires, de consulter les soldes, de les reporter dans un Excel de suivi pour ensuite retourner sur les portails bancaires et réaliser les virements nécessaires. Là-dessus, il y avait pas mal de limites au fonctionnement qui avaient déjà été identifiées par l'entreprise, le côté perte de temps déjà, puisque la personne responsable de ce sujet passait 30 minutes tous les matins à faire cette consolidation. Ensuite, étant donné que les mêmes actions manuelles étaient répétées chaque jour, il y a plusieurs fois où il est arrivé qu'il y ait une erreur de saisie qui conduise à mouvementer de la trésorerie alors qu'en fait c'était pas nécessaire ou en tout cas c'était pas pertinent sur ce compte-là. Donc il y a vraiment un sujet aussi de fiabilité dû à des erreurs là-dessus. Ensuite, le manque de granularité, parce qu'en fait, c'était uniquement les soldes qui étaient reportés, mais pas le détail des opérations sous-jacentes, faisait qu'ils étaient assez limités dans l'analyse qu'ils allaient pouvoir mener de l'évolution des soldes en tant que tels. Donc, en fait, c'est juste des choses qu'ils ne traitaient pas. Et de manière indirecte, il y avait des coûts cachés en termes de temps qui n'est pas alloué à d'autres sujets de gestion. En l'occurrence, après avoir mis en place des protocoles d'agrégation bancaire pour que ce travail manuel de consolidation des soldes ne soit plus à faire, les fameuses 30 minutes qui étaient passées sur ce sujet, elles ont été mises sur des sujets de recouvrement. En l'occurrence, ça leur a permis de recouvrer plusieurs centaines de milliers d'euros qui étaient des encours qui prenaient trop de retard et ces excédents, cette nouvelle trésorerie disponible, c'est quelque chose qu'ils utilisent en ce moment sur des placements court terme. Et enfin, du coup, ils capitalisent sur ces premières briques de communication bancaire qui leur permet petit à petit de commencer à structurer vraiment la partie gestion de trésorerie chez eux, parce que c'est la première brique essentielle pour qu'ensuite ils puissent considérer apporter des notions de prévisionnel ou d'autres choses. Effectivement, donc du coup, le coût zéro est souvent un mirage. Et du coup, tout l'enjeu, je me tourne à nouveau vers vous, Olivier, tout l'enjeu, du coup, ça va être d'automatiser cette communication bancaire. Oui, donc dès lors où on a plusieurs partenaires bancaires avec lesquels on veut communiquer et dès lors qu'on veut automatiser les flux entre les différentes applications au sein de l'entreprise, donc les ERP, les applications de paie, etc., on va donc se poser la question de savoir comment on va se connecter avec ces banques. Et donc on va regarder quelles sont les différentes solutions du marché et protocoles à disposition afin de mettre en place un projet d'interconnexion de son système d'information avec ces banques. Et donc, maintenant qu'on a... Pardon. Non, du coup, maintenant qu'on a parlé donc de cette introduction sur le fait qu'il y a en fait différentes méthodes de communication bancaire et de connectivité bancaire, effectivement, l'enjeu ici, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on va les automatiser. On va pouvoir descendre dans les 6 critères qui permettent de réussir son projet de communication bancaire et donc vraiment son projet d'automatisation de sa communication bancaire. Le premier des critères, c'est celui du coup de la définition du périmètre bancaire. Mathieu, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Oui, alors là-dessus, sur la définition du périmètre bancaire, en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en compte dans le cadrage initial, qui vont être liés également au contexte, l'industrie dans laquelle une entreprise opère ou à son modèle économique. On va prendre le cas concret ici pour nos différents exemples. D'une entreprise industrielle française qui réalise un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Et en fait, ils ont pas mal basé leur stratégie de croissance sur du buy and build, donc avec l'acquisition de nouveaux périmètres, de nouvelles sociétés, ce qui voulait dire systématiquement de nouvelles banques sur des nouvelles géographies, avec aussi des situations de trésorerie
locales. Et à un moment de leur développement, ils se sont retrouvés dans une situation où ils avaient 6 systèmes ERP différents qui cohabitaient entre les différentes filiales, plus de 35 banques différentes réparties à l'international, avec de nombreux frais bancaires sur différents sujets, pas mal de devises différentes à lister et des vrais enjeux de consolidation de l'ensemble de ces salles. Ils avaient en tête de réduire le nombre de banques, mais souhaitaient pas que le simple arbitrage de quelle banque on garde ou on enlève soit fait par rapport à la facilité ou non d'agrégation de ces données bancaires. Ils voulaient que ce soit un non-sujet. Ils voulaient pouvoir plutôt arbitrer par rapport à d'autres sujets, type les négociations et les frais bancaires qu'ils allaient avoir. Donc le mapping initial de savoir quel est le contexte dans lequel on est, du coup le périmètre géographique du nombre de banques, des comptes bancaires sous-jacents et un petit peu des besoins métiers qui expliquent qu'il y a à ce moment donné besoin d'agrégation, c'est clé pour pouvoir passer aux étapes suivantes et ensuite faire les bons choix et les bons arbitrages. Olivier va pouvoir vous en dire davantage là-dessus. Je t'en prie, effectivement, Olivier, du coup. Alors sur les protocoles, dès lors qu'on veut automatiser les échanges avec ces banques, historiquement, les banques ont proposé des solutions qu'on appelle des solutions host-to-host, c'est-à-dire mettre en place du point à point avec chacune des banques, en général en utilisant des protocoles de type transfert de fichiers sécurisé. C'est très bien quand on a 2-3 partenaires bancaires. Ça commence encore une fois à être compliqué dès qu'on multiplie les partenaires bancaires, parce qu'à chaque banque, son projet de connexion. On a des nouvelles solutions qui sont apparues avec l'utilisation des API. C'est ce qu'on appelle des solutions type DSP2, permettant un peu comme un utilisateur se connecte au portail web de sa banque, de connecter ses applications avec les API de la banque sur le serveur de la banque pour pouvoir récupérer ses relevés et mettre des paiements. Une des limitations de cette solution, c'est comme on l'avait avec les solutions host-to-host des banques, la multiplication des connexions avec chacune des API des banques qui sont aujourd'hui pas du tout standardisées, homogènes. Donc de plus en plus, on va plutôt retrouver en France, dès qu'on va vouloir échanger avec des banques françaises, plutôt l'utilisation d'une famille de protocoles qui s'appelle IBIX, qui sont arrivés sur le marché français en 2010 et qui vont permettre de manière standardisée de connecter un serveur de communication bancaire avec les serveurs des banques. Donc on multiplie les connexions avec chacun des serveurs des banques, mais via ces protocoles, ces communications sont standardisées. Et une fois qu'on a déployé la connexion IBIX avec une première banque, il est assez facile de répliquer ce type de projet avec d'autres banques. Donc ça, c'est un protocole qu'on retrouve en France. Il vient d'Allemagne, donc on peut l'utiliser également pour échanger avec des banques en Allemagne. Il a été également introduit dans d'autres pays d'Europe comme la Suisse, l'Autriche. Et on peut utiliser ces protocoles. Olivier, je crois qu'on a perdu le son. Je vous entends plus très bien. Oui, en effet, j'entends plus non plus Olivier. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est bon, c'est revenu. Désolé. Et donc j'étais arrivé à Swift, qui est donc une solution qui va être utilisée dès qu'on souhaite échanger avec des banques un peu partout dans le monde. Donc le choix finalement des protocoles à utiliser
vont dépendre essentiellement du nombre de partenaires bancaires avec lesquels on souhaite échanger, mais surtout de la répartition géographique de ces partenaires bancaires. Si on se limite à échanger avec des banques françaises, en général, on va mettre en place des solutions de type IBIX pour interconnecter l'ensemble de ces banques. Et dès qu'on va avoir un périmètre beaucoup plus large à prendre en compte, avec des banques plus locales en Europe ou en dehors de l'Europe, en général, les solutions vers lesquelles on va se tourner tournent autour de l'utilisation du réseau SWIFT. Et donc, si on regarde le choix, dans le cadre de la mise en place d'une solution de communication bancaire en centrale, va nous permettre d'échanger entre l'ensemble de nos applications et les banques en mettant en place soit des connexions IBIX avec les banques, soit en utilisant une solution de type SWIFT pour échanger avec l'ensemble des banques partout dans le monde. Une fois qu'on a choisi le protocole, donc le tuyau qui va permettre de raccorder son outil de communication bancaire avec ses banques, on va se poser la question des formats qu'on va utiliser pour émettre nos ordres de virement, nos ordres de prélèvement et pour récupérer nos relevés de compte. Donc on a plusieurs familles de formats. Historiquement, on va retrouver des formats locaux qui ont été développés dans un certain nombre de pays. Donc, par exemple, en France, ce sont les formats qui ont été développés par le CFONB, les fameux formats AFB quelque chose. Donc, par exemple, l'AFB 120 pour les relevés de compte. Donc, ça, ce sont des formats qui existent depuis maintenant 20 ou 30 ans. Et puis, on a la famille des formats internationaux, dont la vocation est d'être utilisés finalement avec ses partenaires bancaires un peu partout dans le monde. La première famille de formats internationaux qui ont été développés, c'est la famille des formats FIN. Donc, ce sont des formats qui ont été développés par Swift. On parle des MT quelque chose. Donc les MT 101 pour des virements unitaires, les MT 940 pour les relevés de compte. Donc même chose, ces formats existent depuis une trentaine d'années. Et depuis maintenant le début des années 2000, on a eu l'introduction des formats XML avec la norme ISO 20022 qu'on retrouve de plus en plus dans les projets de communication bancaire. Alors ces formats ont commencé à être massivement utilisés dans le cadre du CEPA pour tout ce qui est virement SCT, prélèvement SDD, et sont de plus en plus utilisés dans les échanges entre les entreprises et les banques pour progressivement remplacer les formats locaux. Pour accélérer cette utilisation des formats ISO 20022 pour l'ensemble des échanges entre les entreprises et les banques entre elles, il a été décidé d'un planning de migration pour tous les échanges entre banques, avec l'obligation pour les banques entre elles de passer sur cette norme ISO 20022 d'ici novembre 2025 et d'utiliser la même famille et les mêmes versions de formats pour tous les échanges entre les banques. Cette migration a déjà démarré. Par exemple, pour tous les échanges CEPA entre banques européennes depuis mars de cette année, les banques utilisent le même format et cette norme ISO 20022 et les banques auront jusque novembre 2025 pour progressivement basculer l'ensemble de leur
de leurs échanges. Alors, même si cette migration n'est obligatoire que pour les banques et ne concerne pas les entreprises pour les échanges qu'elles ont avec leurs banques, petit à petit, les banques commencent quand même à proposer, voire imposer à leurs clients entreprises de remplacer les formats locaux par ces formats ISO 20022 pour que progressivement on ait, comme je le disais, l'utilisation de cette norme pour les échanges de bout en bout. Un autre sujet qui est souvent un peu mélangé, c'est une obligation d'ici fin 2025 de communiquer des adresses structurées pour tous les acteurs d'un paiement. Donc, par exemple, pour identifier le bénéficiaire d'un virement. Donc, d'ici fin 2025, il faudra préciser dans un virement l'adresse complète du bénéficiaire et il faudra que cette adresse soit structurée pour clairement indiquer la ville, le code postal, la rue, afin de faciliter le travail des banques sur tout ce qui est détection de fraude, lutte contre le blanchiment, etc. Alors pourquoi c'est souvent mélangé avec la migration ISO 20022 et pourquoi quand on parle d'utilisation des adresses structurées, on parle en général d'utilisation de cette norme ISO 20022, c'est parce qu'en général, les formats historiques et les formats, par exemple CFONB, ne permettent pas de véhiculer des adresses structurées. Et donc, c'est pour ça qu'en général, dès lors qu'on demande de communiquer des adresses structurées, les banques demandent également de passer sur ces formats ISO 20022. Et donc, encore une fois, même si cette migration n'est obligatoire que pour les banques, elle a un impact sur les échanges entre les entreprises et leurs banques. D'ici 2-3 ans, tous les messages de paiement probablement passeront sur ces fameux messages ISO 20022 pour remplacer les formats locaux. Et sur la partie reporting, même chose, progressivement les formats locaux ou les formats MT 940 seront remplacés par ces messages ISO 20022. C'est effectivement un bon point. Je pense que c'est intéressant d'insister, vous le faisiez lorsqu'on préparait ce webinaire, sur le fait que normalement, c'est pas effectivement une problématique du côté des entreprises. On est déjà dans un moment où les directions financières sont assez sollicitées sur la réforme avec la facturation électronique, sur la réforme CSRD. Il y a aussi toute la question de la piste d'audit fiable, même si là, normalement, on est censé être équipé à présent. Et du coup, c'est vrai que parfois, dans la communication qu'on voit sur la norme ISO 20022, on a l'impression que c'est une migration supplémentaire qu'il va falloir faire, peut-être acquérir un nouvel outil ou en tout cas modifier complètement ses process, ainsi de suite. Et effectivement, c'est pas le cas, même si ça peut être l'opportunité du coup de remettre à plat certaines pratiques. Il y avait du coup un autre élément du coup dont vous parliez, Olivier, dans les critères de réussite des projets de migration. On a parlé donc des tuyaux, de ce qu'on met dans les tuyaux, mais la question c'est maintenant qui est-ce qui accède à ces tuyaux, donc autrement dit la question de la sécurité. Donc comment est-ce qu'en fait on fait pour sécuriser ces projets? Et en fait j'ai même envie de vous dire, où est-ce que d'habitude on rencontre le plus de difficultés et le plus de failles? Alors avant, peut-être Benoît, reprendre sur le slide avant de parler de sécurité. Sur celui-là? Voilà. Donc là, dans le slide, c'était pour expliquer qu'il y avait ces problématiques de format entre l'outil de communication bancaire et les banques. Et on voit petit à petit qu'on va passer sur les messages ISO 20022. Et dans le cas d'un projet autour de la communication bancaire, on a aussi la problématique des formats qui sont supportés par l'ensemble des applications. Et on peut avoir éventuellement des ERP qui sont un peu vieillissants, des applications de paye qui n'ont pas été mises à jour récemment, etc., qui, elles, continuent à utiliser des formats locaux. Et on va avoir cette cohabitation entre les formats supportés ou demandés par les banques d'un côté, et puis les formats
qui sont supportés et acceptés par nos ERP. Et on voit que l'outil de communication bancaire est une pièce importante de ces interfaces et de ce Pulse et qui va être utilisé pour faire cohabiter ces formats historiques avec cette nouvelle norme ISO 20022. Et oui, on parle tuyau, on parle format. Et un aspect important des projets de communication bancaire tourne bien sûr autour de la sécurité et donc de la sécurité des échanges avec ces banques. Comment on va sécuriser les échanges de fichiers de paiement qu'on va réaliser avec ces banques. On parle également de la sécurité des échanges entre son outil de communication bancaire et l'ensemble de ses ERP, et puis de la sécurité autour de la connexion des utilisateurs sur les différentes applications. Donc si on regarde la partie sécurité des échanges avec les banques, c'est géré par les protocoles dont on parlait. Dans le cas d'IBIX ou dans le cas de Swift, ces échanges sont sécurisés par l'utilisation de ces protocoles qui permettent à la banque de s'assurer que c'est bien l'entreprise qui se connecte sur son serveur et à l'entreprise de s'assurer qu'elle se connecte bien sur le serveur de la banque pour qu'on ait finalement une authentification mutuelle des deux acteurs et pour permettre ensuite des échanges chiffrés d'informations entre le serveur de l'entreprise et le ou les serveurs des différentes banques. Dans le cas de ces protocoles, par exemple avec IBIX, avec le protocole IBIX ETS, on a également la possibilité d'ajouter une signature personnelle pour signer les fichiers qui vont être envoyés aux banques, ce qui permettra aux banques non seulement de savoir que ça vient de telle entreprise, mais que on a une ou deux personnes au sein de l'entreprise qui ont validé l'envoi du paiement et la banque pourra vérifier éventuellement les pouvoirs et les mandats associés avant d'exécuter les fichiers de paiement. Donc sur la partie échange entre l'entreprise et les banques, la sécurité est mise en place avec les protocoles dont on a parlé. L'autre pan et l'autre partie à regarder, c'est comment on va sécuriser les échanges entre les différentes applications de l'entreprise et cet outil de communication bancaire, où on va essayer également de remettre en place ce principe d'authentification mutuelle des applications et de chiffrement des informations entre les applications et l'outil de communication bancaire. Alors ça va être par exemple surtout important si dans le cadre de votre projet de communication bancaire, vous allez interfacer des applications de paye pour lesquelles vous ne souhaitez pas que les fichiers soient échangés en clair sur votre système d'information. Donc il va y avoir à construire cette partie sécurisation des échanges entre vos applications et l'outil de communication bancaire. Et la dernière partie, qui est également très importante, ça va être la sécurisation des accès aux applications pour les utilisateurs, où de plus en plus, on va mettre en place ce qu'on appelle une authentification multiple avec au moins 2 facteurs d'authentification. En général, l'utilisation d'un mot de passe couplé avec une application mobile sur lequel on va récupérer un code, ou l'utilisation d'un token physique qu'on va brancher sur son PC. Donc 2 facteurs d'authentification pour sécuriser l'accès des applications aux utilisateurs, que ce soit les ERP, les applications de paye, mais également l'outil de communication bancaire, qui est l'application centrale dans laquelle on va valider les paiements avant émission vers les banques et l'utilisation des différents protocoles. Donc on a ces 3 parties à sécuriser et de plus en plus, en tant qu'utilisateur, vous allez devoir utiliser 2 facteurs d'authentification pour vous connecter sur ces applications permettant de valider vos paiements avant émission vers vos banques.
c'est effectivement un bon point. Et ce que vous rappeliez, du coup, c'est qu'en général, c'est ce dernier maillon qui est celui qui est le plus faible, soit parce qu'on a des process qui vont être contournés avec des personnes qui vont utiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs applications, ou des mots de passe qui sont utilisés à des fins personnelles ou qui sont faciles à deviner. Et c'est effectivement pour ça qu'on met de plus en plus en place la 2FA, des outils gestionnaires de mots de passe. Mais c'est ici, du coup, qu'il faut faire en général le plus attention. Par exemple, Swift, dans le cadre de l'utilisation de Swift, il y a un programme de sécurité où Swift impose à ses clients un certain nombre de contrôles. Et par exemple, Swift impose à tous les clients qui se connectent sur l'outil de communication bancaire dans lequel on va créer, valider des paiements, mais également gérer les droits des utilisateurs, qui est ce principe d'authentification multiple. Donc, c'est obligatoire pour les clients qui utilisent Swift. Et pourquoi? Parce que Swift a bien compris que de plus en plus, les attaques n'ont pas lieu forcément sur le réseau Swift, sur même les infrastructures sur lesquelles sont hébergés les serveurs, mais plutôt sur les postes utilisateurs. Et en général, les pirates utilisent des failles sur ces postes pour pouvoir accéder au système d'information et ensuite émettre des paiements. Et vous parliez du coup des infrastructures sur lesquelles sont hébergés les serveurs. Ça nous fait une excellente transition avec le point numéro 5, qui était celui de l'hébergement des données. Et on a en gros de grandes familles. Alors historiquement, les applications étaient hébergées par les clients sur leur site avec leurs services informatiques. Et de plus en plus, les clients ont tendance à externaliser l'hébergement de leurs applications. Et c'est quelque chose qu'on rencontre depuis quelques années sur les applications de trésorerie, de gestion de paiement et de communication bancaire, avec soit un hébergement réalisé par un éditeur, et c'est un serveur dédié au client qui va être assuré par l'éditeur pour le compte de son client, avec les problématiques de upgrade, etc., qu'on peut retrouver quand on héberge soi-même ces applications, soit de plus en plus des solutions de type SaaS, qui sont des plateformes mutualisées pour l'ensemble des clients, avec des upgrades qui sont gérés au fil de l'eau par l'éditeur et qui sont transparents pour les utilisateurs. Et donc de plus en plus, l'hébergement des applications sont directement assurés par l'éditeur, et finalement le client conserve son navigateur pour se connecter sur l'outil de communication bancaire, et puis en général continue à héberger ses ERP, etc. Même si on voit de plus en plus également l'externalisation de ces applications, et finalement on a différents acteurs qui communiquent entre eux, et l'utilisateur, lui, utilise son navigateur pour aller d'une application à une autre. Et du coup, le dernier point, un point même plus administratif, celui de la gestion des contrats assignés. Alors c'est un point sur lequel on insiste dans le cadre de la formation sur la communication bancaire, parce que on s'est aperçu que c'est un point qui est souvent pas forcément anticipé, et pour lesquels on a néanmoins quand même pas mal de temps à passer. Et donc, quand on met en place une solution de communication bancaire, en général, on a un contrat avec sa banque, et puis on va avoir des annexes pour gérer la solution de communication bancaire qui va être utilisée. Donc, ce qu'on peut appeler des contrats télématiques, donc par exemple un contrat IBIX ou un contrat SWIFT, dans lequel on va retrouver des annexes techniques avec l'ensemble des paramètres à utiliser pour se connecter au serveur de la banque. Et donc ça, c'est le contrat, j'irai pour gérer le canal avec entre l'entreprise et ses différentes banques. Donc il y a déjà cet aspect à gérer avec chacune de ces banques qui peut prendre un peu de temps. Mais souvent on oublie que on va utiliser ces canaux également pour un certain nombre de filiales, et les banques vont demander
de faire signer des mandats à chacune des filiales pour pouvoir utiliser le canal de communication bancaire qui est utilisé par exemple entre la maison mère et les banques afin de pouvoir accepter des ordres de paiement et envoyer des relevés de compte à la maison mère pour des filiales. Et cette partie de mandat à faire signer par l'ensemble des filiales est souvent quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Donc, il est bien de l'anticiper dans le cas où on souhaite mettre en place un projet de communication bancaire qui va impliquer un certain nombre de banques, mais surtout un grand nombre de filiales et de signataires potentiels sur ces mandats. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et assez tôt prendre en compte dans le cadre du projet de déploiement d'une solution. Merci beaucoup, Olivier. On va, du coup, si vous avez d'autres questions sur les critères de réussite des projets de communication bancaire, connectivité avec les ERP, n'hésitez pas du coup à les poser dans le chat. Je vous propose qu'on poursuive du coup avec la deuxième partie de ce webinaire sur comment est-ce que Agicap va vous permettre d'automatiser votre communication bancaire et ERP. Il y avait déjà des questions qui avaient été posées, donc Mathieu pourra aussi y répondre. Mathieu, du coup, je te passe le micro pour que tu nous en dises plus. Merci Benoît, et en effet Amel, je répondrai un peu plus tard dans la présentation aux questions au moment où on passera sur la partie purement démonstration. Donc premier sujet, quand on parle de communication bancaire, étant donné qu'on parle d'une part d'agrégation et d'autre part de paiement, on va se concentrer un petit peu sur ce que peut permettre Agicap en termes d'agrégation bancaire. Là-dessus, en fait, on a un panel de différents protocoles parmi ceux qui ont été présentés par Olivier un petit peu plus tôt, sur lesquels on est capable de s'appuyer pour faire en sorte d'avoir une couverture géographique large des banques de nos clients. Donc en fait, côté banque, France, Allemagne, Autriche ou autre, on va principalement se concentrer sur le protocole EBIX, qui est celui qui est à la fois le plus fiable dans le temps, sans que ce soit un coût ni de mise en place, ni financier démesuré pour que l'agréation puisse se faire. Et ensuite, ce protocole, on va le combiner avec d'autres protocoles, d'autres réseaux pour des couvertures géographiques plus larges que les pays qui ont été mentionnés. En l'occurrence, quand il va s'agir de différentes banques internationales pour lesquelles le protocole SWIFT EBIX n'est pas applicable, on va justement s'appliquer sur le réseau SWIFT, que ce soit en direct entre la banque et nous-mêmes, ou que ce soit si une entreprise a déjà une entreprise en Europe qui peut servir de compte centralisateur pour que via Swift, elle récupère les relevés bancaires des autres banques et qu'ensuite Agicap se connecte en EBIX à cette banque pour récupérer les relevés bancaires, c'est également une option. Donc, en fait, les deux pourront être envisagés. Avec ce qui est possible aussi, et ce qu'on fait avec un certain nombre de clients, parfois c'est des développements spécifiques au cas par cas, où on va passer sur du point à point, on appelle ça, donc il y a des serveurs SFTP entre la banque et Agicap. Mais ce qu'on va plutôt privilégier, ça va être le fait de tirer profit du réseau Swift. Donc ça, c'est pour la partie agrégation. Si on se tourne un petit peu sur la partie paiement, alors déjà, il y a deux possibilités. La première, c'est que les paiements soient préparés directement dans une solution comme Agicap ou qu'ils soient préparés dans le RP. Si les paiements sont préparés dans le RP, on va créer une intégration entre le système ERP et Agicap pour récupérer les ordres de paiement dans Agicap une fois qu'ils ont été préparés dans le RP. Ça peut être fait notamment via un serveur SFTP qui permettra que quotidiennement les ordres de paiement préparés viennent se déverser dans Agicap. À partir de là, pour les banques pour lesquelles, en termes de couverture géographique, le protocole EBIX fonctionne, c'est EBIX sur lequel on va s'appuyer pour l'exécution des paiements, avec un fonctionnement ici aussi d'une banque centralisatrice et potentiellement de contrats de cash management pour que des paiements à l'international puissent être exécutés via cette banque centralisatrice. Sachant que on est en ce moment en exploration, en discussion pour que le réseau SWIFT, on puisse l'utiliser pas uniquement pour l'agrégation bancaire, ce qui est déjà le cas, mais également pour les paiements. Donc, ça fait partie des gros sujets sur cette deuxième partie d'année 2024 chez Agicap.
Je vais pas passer trop de temps sur ce sujet parce qu'Olivier a pas mal parlé, du sujet sécurité et paiement, sur lesquels, il y a un certain nombre de standards sur lesquels, Agicap, s'aligne, là-dessus. Mais voilà, juste un rappel qu'il y a un certain nombre hem, de de fonctionnalités qui ont été développées pour aller plus loin dans ce que et sécuriser encore plus loin la partie paiement, qui est la partie la plus sensible. C'est plus sensible que l'agrégation bancaire elle-même, que ce soit dans la gestion des droits utilisateurs, dans la gestion des règles de validation des paiements et de signature et dans, justement les signatures, que ce soit par clé, ou autre, avant de valider l'exécution d'un paiement. Donc, avoir une solution de communication bancaire, en l'occurrence là, il s'agit d'Agicap, dans l'exemple donné, ça permet vraiment de créer un écosystème, pour les données, pour la circulation des données financières pour différentes fonctions et différents métiers. Dans le schéma qu'on a ici, quels sont les flux de données? Alors on a d'une part l'agrégation bancaire depuis, les banques, vers Agicap pour récupérer l'ensemble des relevés via différents protocoles. On a ensuite, entre Agicap et des outils métiers comme, les ERP, la possibilité de transférer les relevés bancaires. Donc les relevés bancaires, ils vont notamment être utiles dans les ERP pour tout ce qui va être, préparation des écritures, comptables côté journal de banque et tout ce qui va être rapprochement, bancaire. Donc ça peut être mis à disposition de manière plus automatique que s'il s'agit d'aller, récupérer systématiquement les relevés bancaires sur les portails pour ensuite les déverser dans l'ERP. Ensuite, les données de l'ERP, sont, utiles à Agicap pour aller plus loin que la pure communication bancaire. On va enrichir ça, d'autres types de données comme les, données liées, aux encours, liés aux factures, devis, bons de commande, ce qui va permettre de traiter des sujets additionnels, dans Agicap comme, la partie prévision de trésorerie, la gestion de trésorerie ou des sujets comme le recouvrement. Et enfin, pour boucler la boucle, depuis Agicap vers les banques, la partie exécution, des paiements, avant de repartir dans un cycle complet. En fait, ça permet de créer une vraie complémentarité entre, les sujets couverts par les ERP et des sujets qui peuvent être adressés par des outils, de gestion de trésorerie comme Agicap. Déjà, on l'a vu, les données bancaires sont un prérequis pour certaines actions type, comptabilité dans l'ERP et ça permet de faciliter la récupération de ces objets-là. Ensuite, au-delà des sujets, de paie, RH, achat, logistique, production, comptabilité qui sont gérés dans l'ERP, heu, en partant de la brique centrale qui est, la communication bancaire et l'agrégation, des comptes bancaires, il y a un certain nombre d'autres sujets qui peuvent être, gérés. Ça va être toute la partie, prévision de trésorerie, suivi des placements financiers, suivi de l'endettement, gestion de tout ce qui va être, processus de validation et de dématérialisation des factures fournisseurs, tout ce qui va être dépenses par carte, ou gestion de son recouvrement. Et donc ça permet d'établir pas mal de complémentarité entre les sujets, traités directement dans l'ERP ou traités via une solution, comme Agicap. Dans ce que va proposer, Agicap à ses utilisateurs, vraiment la partie communication bancaire, donc agrégation et paiement, elle est centrale et c'est un prérequis pour l'ensemble des autres sujets, qui vont être adressés. Donc c'est comme ça qu'a été construit, notre solution. Si on passe sur, la slide suivante, donc on va passer à la partie, démonstration. Donc je vais prendre le partage, d'écran de mon côté. Merci Benoît. Hop. Alors Benoît, je te laisse me confirmer que l'écran est bien visible, Alors attendez, je vais refaire le partage. Ce n'est pas le bon écran qui s'est mis. Hop. OK, ça devrait maintenant être bon.
Ok, donc la première étape à partir du moment où la communication bancaire a été mise en place entre les différentes banques et Agicap, c'est qu'on va venir récupérer l'ensemble des opérations bancaires. Donc là-dessus, il y avait une question de Hamel. Donc les relevés bancaires sont récupérés, donc la liste des opérations également. On n'a pas encore la possibilité de générer les relevés bancaires format PDF, ça fait partie des développements de cet été, donc en fait, partie des choses qui seront possibles d'ici fin août. Ces opérations bancaires, elles peuvent être mises à disposition d'autres systèmes, comme mentionné, pour être envoyées vers les ERP. En revanche, on n'a pas pour l'instant de relevé type rejet de prélèvement et rejet de virement. C'est pas quelque chose qui va se trouver ici, c'est quelque chose qu'on va continuer d'aller récupérer dans les portails bancaires pour ces éléments-là pour l'instant. Donc, une fois qu'on a connecté les banques et récupéré l'ensemble des relevés et des opérations, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une vision sur les soldes. Déjà, la première étape sur les soldes actuels de l'ensemble de nos comptes bancaires et sur les soldes passés pour avoir l'évolution et la tendance. Et ce qui nous donne la possibilité, étant donné qu'on a donc l'agrégation pour les soldes et le paiement pour la réalisation des virements, de venir générer directement des virements d'équilibrage pour débiter, créditer les comptes et permettre la continuité des opérations dans le cas où vous savez que des échéances sont attendues sur certains comptes et où les soldes sont insuffisants pour couvrir ces échéances futures. Donc ça, c'est le niveau 1 où on a déjà l'agrégation et le paiement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir enrichir l'interface Agicap d'un certain nombre de données pour aller plus loin dans la gestion de sa trésorerie là-dessus, à commencer par les données prévisionnelles. D'une part, on va venir récupérer des prévisions, ce qui va venir alimenter les prévisions court terme. Donc là, ça s'agir des encours fournisseurs et clients. Donc on va récupérer ces informations depuis l'ERP. Et on va venir enrichir également de quelques types d'encaissements et décaissements qui sont prévisibles, en l'occurrence des remboursements d'emprunts, des récupérations de placements, des loyers ou des salaires, ce qui va permettre, et c'est ce qu'on retrouve finalement sur cette interface, d'avoir une anticipation pour les jours à venir des soldes de trésorerie prévisionnels sur la base de la situation à date et des prévisions court terme envisagées. Ce qui permet dans la couverture et les virements d'équilibrage pour couvrir les besoins des différentes filiales, d'aller un cran plus loin et de ne pas fonctionner à l'échelle de la journée, mais de chercher à équilibrer pour les jours à venir en décidant de la période de couverture pour être certain que les soldes soient tous au-desdessus d'un certain niveau de seuil qui a été défini compte par compte, et donc assurer la continuité du financement des filiales via l'allocation de la trésorerie compte à compte, sans avoir besoin de quitter cette interface. Une fois qu'on a ça, la possibilité d'aller un cran plus loin, ça va être de sortir d'une gestion du quotidien et d'une gestion court terme pour aller sur des prévisions plus long terme. Donc là, on va ajouter des types de données qui vont nous permettre justement d'aller plus loin dans les prévisions établies. Ça va venir par l'intégration de budget depuis les équipes contrôle de gestion, qui ont été fabriquées par les équipes contrôle de gestion, ou également de comptes de résultats prévisionnels, sachant qu'on a un convertisseur qui va permettre de convertir ça pas à pas en une vision cash pour avoir bel et bien la trajectoire long terme. Donc en ayant ces prévisions long terme qui se construisent et en établissant une arborescence de suivi des encaissements et décaissements qui vous est propre, on commence à avoir la possibilité du coup de pouvoir au moment des reforecasts, faire des analyses plus approfondies de réaliser versus prévisionnel, et surtout de construire le reporting cash sur la base de toutes les données qui sont ici, en venant construire un certain nombre de tableaux de trésorerie selon les thématiques suivies, que ce soit la suivi des emprunts, la comparaison entre réalisé et prévisionnel ou autre. Donc là, tout ça, c'est un peu le niveau 1, la partie gestion court terme. Le niveau 2, on vient faire du long terme en récupérant d'autres informations. Et l'idée, ensuite, c'est de pouvoir avoir d'autres leviers de trésorerie qui peuvent être suivis et gérés depuis cette même interface. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de modules additionnels sur la partie suivi de l'endettement, suivi des placements en cours, dématérialisation des factures ou bien recouvrement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces éléments-là aujourd'hui.
la communication bancaire restant toujours donc la première brique qui doit être mise en place et qui est un prérequis pour tout le reste. Merci beaucoup Mathieu. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions. Je reprends la main du coup sur le partage d'écran et donc si vous avez des questions, voilà, on peut prendre un moment pour y répondre. J'en profite du coup pour qu'on vous parle du partenariat entre Agicap et la FTE qui est du coup à la racine de ce webinaire et même de nombreuses autres actions marketing. Catherine, du coup, est-ce que vous pouvez voilà, nous en dire un peu plus sur ce partenariat, sur ce qu'est la FTE et ce que peuvent faire du coup les participants au webinaire pour aller plus loin? Ok. Donc, l'AFTE, comme je vous l'ai expliqué en introduction, c'est vraiment l'association professionnelle de référence pour tous les professionnels travaillant sur la trésorerie, les financements et les risques. En 2024, donc, nous avons conclu un partenariat avec Agicap. L'objectif était très clair, c'était de contribuer à la montée en compétence des clients d'Agicap sur nos sujets. Donc, je remercie Agicap d'avoir permis ce partenariat et d'offrir aujourd'hui la possibilité à ses clients d'adhérer gratuitement à la FTE pendant un an. La FTE, c'est 1400 membres, il faut le savoir, qui sont à la fois des grands groupes et des ETI. Quels sont les avantages pour vous d'adhérer à la FTE? Je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est vous permettre de rencontrer vos pairs près de chez vous via des événements physiques. Alors, soit en délégation régionale, nous avons 9 délégations régionales, soit directement à Paris où de nombreux événements sont organisés également. Vous êtes souvent dans vos entreprises seuls, sans équipe dédiée à la trésorerie. Donc, rencontrer d'autres ETI ou des collaborateurs très spécialisés de grands groupes, nous pensons que c'est réellement une opportunité pour vous. Le deuxième point, c'est assister à des webinaires et à des formations. La FTE organise chaque année de nombreux webinaires à distance sur nos sujets de trésorerie, financement et risques financiers. Et l'autre point, donc c'est le centre de formation. Le centre de formation donc, dont je suis responsable, c'est 80 formations dédiées. C'est l'offre la plus étendue qui existe sur les sujets. Ce sont 6 certificats professionnels sur les fondamentaux de la trésorerie. Et en quelques mots, ce qui nous caractérise à la formation, c'est vous permettre d'avoir accès à des formations qui sont conçues, qui sont animées par des professionnels reconnus. Alors Olivier aujourd'hui en est la preuve. Hein. Olivier est vraiment l'expert reconnu sur le sujet de la communication bancaire. Donc très naturellement, la FTE l'a sélectionné. Nos formations, ce sont des formations très concrètes, toujours très opérationnelles, qui vont apporter réellement des solutions aux problématiques que vous vous posez. Quand vous venez à la FTE, vous repartez avec des solutions et des méthodes, des moyens pour mettre en œuvre les sujets dans vos entreprises. Nos formations sont souples. Vous pouvez venir chez nous. Nous sommes à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Mais si vous souhaitez assister à nos formations à distance, c'est également possible. Et puis le dernier point qui va intéresser plus vos responsables formation ou RH, c'est que nos formations sont très facilement finançables via le CPF, le compte personnel de formation, ou bien via les organismes collecteurs qui s'appellent donc les OPCO pour les connaisseurs. Et si on passe peut-être au deuxième slide, effectivement, pour illustrer un peu mes propos, eh bien, regardez, sur le thème de la communication bancaire, bien, vous avez 3 formations qui vont vous permettre d'avancer. Donc, la communication bancaire qui a lieu, je crois que c'est Olivier, dès la rentrée en septembre. Nous avons une formation sur la mise en œuvre de la norme ISO 20022, également une formation sur les paiements internationaux qui est un sujet très important à maîtriser si on veut réellement mettre en œuvre
la norme ISO 20022. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez les QR codes qui vous permettront d'accéder au programme des formations, à vous inscrire directement. Ou bien, si vous avez des questions, également un QR code qui vous permettra de réserver un entretien avec moi en ligne pour répondre à vos questions et vous conseiller sur la formation qui est la plus adaptée à vos besoins. Mais bien entendu, pour bénéficier de tout ça, il faudra adhérer à la FTE. Donc, je ne sais pas, Benoît, comment quand une information va être donnée pour cela, c'est exactement ça. Du coup, tous les clients AJCAP bénéficient de l'adhésion gratuite à la FTE dès que vous en faites la demande. Je pense que vous avez déjà vu passer une partie des communications qu'on avait pu faire dans l'application AJCAP par email et on avait fait quelques communications aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email immédiatement à l'issue de ce webinaire et de toute façon, on va vous renvoyer du coup le lien vers la page qui vous permet d'adhérer gratuitement à la FTE à l'issue de ce webinaire, en même temps qu'on vous renverra le replay, le catalogue de formation de la FTE et les slides. Et les liens peut-être vers les 3 formations aussi, ouais. Je pense que c'est intéressant pour aller plus loin. Donc, ok. N'hésitez vraiment pas à prendre contact avec Catherine, à vous renseigner sur le sujet. C'est effectivement une offre qui est très complète et on est nous très fiers du coup d'être partenaire de la FTE chez AJCAP. Ça fait quelques mois que le partenariat a été signé. On a déjà plusieurs dizaines de clients qui ont adhéré à la FTE à Paris, mais aussi en région. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à les rejoindre. En tout cas, la FTE sera très heureuse de vous accueillir. Je finis du coup avec un dernier mot et je pense que vous avez vu aussi passer les communications. On organise la semaine prochaine à Paris notre premier grand événement corporate, Money Talks. Donc on réunit 150 DAF, DG, trésoriers de PME et de TI et on va parler ensemble de gestion de trésorerie pour changer. On aura une table ronde qui va permettre de discuter justement de l'évolution des métiers de trésorier, on va dire de cash manager au sens large du terme, des présentations de cas d'usage avec des partenaires, une présentation de la roadmap produit d'AJCAP et derrière du coup un cocktail de networking. Voilà, c'est vraiment ouvert. Il nous reste encore quelques places, on est presque complet. N'hésitez pas du coup à vous inscrire et à nous rejoindre si vous êtes sur Paris la semaine prochaine. C'est la fin du coup de ce webinaire. Il nous reste du coup 2 minutes. Voilà, je vais en profiter s'il y en a encore quelques-uns qui ont des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir posé des questions, répondu au sondage, et également à remercier Catherine, Olivier et Mathieu pour leur temps et leur expertise. On cesse encore du coup 2 secondes. Voilà, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter du coup une excellente journée, une belle pause déjeuner, et puis du coup, on se retrouve très bientôt, et peut-être pour certains d'entre vous, dans une formation à FTE ou à Money Talks la semaine prochaine. Merci à tous et très bonne journée. Merci Benoît, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.